Et bien ça y est, on y est. La démo de Final Fantasy XIII-2, maintenant, tout de suite, pour vous. Vous allez voir une démo avec quelques petites surprises, mais pour exécuter justement eh bien, cette belle promenade que nous allons entreprendre ensemble, eh bien, je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir très chaleureusement Sacha, notre joueur professionnel de FF13-2. S'il vous plaît, faut l'encourager. Alors justement, vous le voyez, Sacha à la manette Xbox 360. Peut-être que pour les plus observateurs, vous notez qu'il y a une manette PS3 juste en bas. Il est possible que tout à l'heure, on passe d'une version à l'autre pour les fans, pour essayer de comparer un peu les deux. Alors, Final Fantasy XIII-2, c'est la suite directe d'FF13. Certains personnages, bien évidemment, comme Lightning, seront de retour, mais il y aura aussi de nombreuses nouveautés. Sacha, c'est quand tu veux. On est prêt? Eh bien alors, c'est parti. Lançons cette démo de Final Fantasy XIII. D'ailleurs, on entend, c'est celle de Lightning. La volonté avec Final Fantasy XIII de la part des développeurs de Square Enix, c'est de vous offrir beaucoup plus de liberté, plus de choix. Ils ont entendu certaines des commentaires de la communauté que vous représentez, les joueurs de Final Fantasy. Justement, cette démo, eh bien, les deux personnages que nous allons accompagner, l'une est peut-être connue parmi entre vous, il s'agit de Serah. Serah, la jeune sœur de Lightning, qui était présente dans FF13 mais qui n'était pas jouable. Eh bien désormais, elle fera partie véritablement du casting à part entière. À ses côtés, vous le découvrez ici avec ses doubles épées. Il s'agit de Noël. C'est un jeune aventurier, vigoureux, fier. Et juste derrière, pour les fans, vous avez probablement entendu le retour des Google. Et oui, ils sont de retour. Sauf que là, ils servent d'armes à Serah. Et vous allez voir dans quelques instants, ils peuvent se transformer. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy XIII, eh bien vous allez reconnaître le système de combat qui a été néanmoins raffiné avec pas mal de nouveautés. On va les détailler ensemble. Le système de stratégie, bien sûr, que vous notez. On peut remarquer que Noël s'est mis en stratégie combattant, c'est-à-dire les attaques physiques, là où Serah, elle est en ravageur, c'est-à-dire des attaques d'ordre magique. Bien évidemment, le but, comme dans Final Fantasy XIII, faire grimper la jauge de choc qui se situe en haut à droite de l'écran. Et là, première nouveauté, l'apparition des cinématiques action. Alors, elles interviennent comme ça, au cours de combat ou dans l'aventure à proprement parler, et elles viennent rythmer finalement les choses, une sorte de quick time, où vous allez devoir appuyer rapidement sur une succession de boutons. Une fois de plus, le but est de tout dynamiser. Ouais, une seconde cinématique action. Ce qui permet, au-delà du dynamisme, des mises en scène un petit peu plus héroïques encore. Et bien évidemment, en fonction du succès ou non de
ce genre de séquence, eh bien vous allez avoir des petits embranchements, même au sein même des combats et des cinématiques, et bien évidemment, pour les fans les plus hardcore, eh bien, vous pourrez tester les différences, histoire d'être sûr de rien avoir. Ce boss gigantesque, il s'appelle Atlas, on en est bientôt venu à bout. Voilà. Enfin, quand je dis à bout, c'est pas une certitude absolument. De la pression, eh bien, change un petit peu l'orientation de la suite de la cinématique. En l'occurrence, Sacha a réussi, parfait, tout va bien. Voilà, on a terrassé Atlas avec un 5 étoiles. Je crois qu'on peut féliciter Sacha. Bravo Sacha, ce premier beau combat. Mais il y en aura d'autres, avec d'autres belles séries de nouveautés, vous allez le voir dans quelques instants. Pour le bienfait de cette démo, Square Enix a décidé de supprimer certaines cinématiques, certaines séquences narratives, pour ne pas vous spoiler bien évidemment. Du coup, on va condenser un peu les choses, et dans le but bien sûr, de vous montrer un peu plus de gameplay. Nous voici donc dans les ruines de Bréchin, sous la pluie. Et pour ceux qui se rappellent encore assez de manière nette de Final Fantasy XIII, il suffit juste de regarder un petit peu la carte, on reviendra dessus tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'il y a infiniment plus d'embranchements qui sont proposés. Là on va passer, après le premier combat avec Atlas, à une séquence un peu plus liée à l'infiltration, je veux dire plutôt l'exploration. Et du coup, vous remarquez qu'il y a beaucoup de personnages, de joueurs, avec lesquels vous allez pouvoir deviser, discuter. Certains viendront directement vers vous, et puis d'autres, il faudra appuyer, un peu à l'ancienne, ou en tout cas pas comme dans Final Fantasy XIII, plus de dialogue avec les personnages qui pourront vous apporter des quêtes annexes, par exemple, des missions secondaires. Et on le verra tout à l'heure, ça a une importance clé dans ce FF13. Au niveau de l'exploration, il y a énormément de choses à découvrir dans cet épisode, plus en tout cas que dans FF13, avec de nombreux coffres qui ont été cachés, ça c'est traditionnel, mais aussi différentes manières de les appréhender, et on verra ensemble tout à l'heure. Il y a des séquences clairement inédites dans un Final Fantasy qui permettent, une fois de plus, d'apporter un peu de variété à votre exploration. Justement, j'en parlais, la carte. On avait pu reprocher une certaine linéarité à FF13. Là, clairement, dans ce 13.2, on voit que les embranchements sont nombreux. Bien évidemment, vous l'aurez compris, le gris est un peu plus foncé, c'est les zones que nous n'avons pas encore visitées. Au contraire de la zone en gris clair, on voit que les passages à droite, à gauche, et on voit même derrière, mais on reviendra dessus tout à l'heure, qu'il y a un nombre assez conséquent d'embranchements. Et là encore, ce n'est qu'une petite zone, puisqu'il s'agit des ruines de Bréchin. On va continuer notre exploration. Ce qui va nous permettre de mettre en lumière une autre nouveauté. Alors, tout à fait entre nous, c'est pas non plus une conclusion. Mais maintenant, on peut sauter, et c'est vous qui décidez de le faire, c'est plus automatisé, comme dans la FF13, pas plus que vous décidez un peu de liberté. Et avant cela, eh bien ça, c'est une belle nouveauté. Il s'agit de l'horloge MOG, c'est une espèce de petit cadran que vous avez vu apparaître. On va vous montrer plusieurs étapes. Cette horloge intervient juste avant les combats, et bien évidemment en fonction de où se trouve l'aiguille, plus votre réactivité est forte à rentrer dans un combat ou pas, plus vous allez avoir des avantages. Ce cristal, eh bien, c'est la possibilité dans FF13.2 de capturer des monstres et de les faire intégrer votre équipe. On verra tout à l'heure dans d'autres combats, on a inspiré comme ça un flambeau élevé.
le côté live, c'est que désormais, à l'image des cinématiques action, même pendant votre progression, eh bien vous aurez des séquences qui vont se lancer comme ça. Vous restez en contrôle. Sacha aurait pu continuer à marcher, mais ça dynamise un petit peu les choses. Alors là, justement, je parlais du saut. Là, on peut sauter. Voilà. Et peut-être que si vous êtes observateur, tout au fond, dans les hautes herbes, eh bien, vous allez peut-être déceler un trésor. Sauf que pour l'instant, on ne peut pas y accéder, malgré la possibilité de sauter. Et justement, dans FF13-2, il faudra souvent revenir en arrière en fonction des capacités que vous aurez étoffées pour tout découvrir. Là, en l'occurrence, une fois de plus, on était dans le vert. Et du coup, Preemptive Strike, vous avez un avantage lors du combat. On le voit d'ailleurs, à côté des noms, la petite horloge avec la flèche vers le bas. On va y avoir un trailer, ça peut se passer si ce n'est pas le cas. Vous voyez aussi Florence, mon meilleur ami. Cette espèce de personnage rouge qu'on a kidnappé dans un cristal tout à l'heure et qui du coup est présent sur le champ de bataille et peut déclencher une attaque spéciale ou en tout cas clairement épauler le joueur. Il n'est pas tout seul, vous en avez récupéré d'autres, on les utilisera tout à l'heure. Donc on continue notre progression. Au fond, vous avez peut-être remarqué l'espèce d'hôtel comme ça, luminescent, qui diffuse une sorte d'énergie. On ne va pas l'utiliser là tout de suite, mais tout à l'heure, on aura des choses un petit peu similaires. Et là, vous avez peut-être vu Mog qui est parti direct Google, comme ça, il a tracé directement. C'est que justement, il sert d'arme à ses rats, mais il sert aussi aux joueurs pour trouver des trésors auxquels ils n'auraient pas accès. Regardez, en face, il n'y a rien. Et pourtant, si on appuie, comme vient de faire Sacha, eh bien, vous allez déclencher comme ça une espèce d'onde de choc un peu magique et trouver des artefacts un peu plus mystérieux. Et donc, comme ça, il faudra être bien attentif aux réactions du Google qui pourra vous donner accès à des choses inédites. La même cloque, une fois de plus, là, on est dans la zone jaune, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un avantage ultra déterminant, c'est neutre. Parce que Sacha a un petit peu cherché. Le Behemoth, je vous en parlais, on l'a fait arriver, vous voyez, c'est juste sur le côté, là à droite, la possibilité d'alterner entre les différents ennemis qui ont rallié votre groupe et qui sont particulièrement efficaces. Le but aussi, vous le voyez, c'est à partir du moment où vous appréhendez bien les combats avec la bonne stratégie, ça va très raisonnablement vite. Des conversations avec d'autres personnages que vous avez peut-être rencontrés notamment et qui vous aiguilleront sur cette alors ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'appelle le Feral Link. C'est ce qui vous unit aux créatures que vous avez ramenées dans votre équipe et que vous pouvez déclencher un petit peu comme Sabine dans FF6. Ça reste assez simple, il suffit d'appuyer sur une touche, mais vous avez vu, c'est particulièrement efficace contre